Bonjour. Voilà, donc je vais vous faire une communication qui va vous faire part de quelques interrogations qui sont les nôtres dans l'ARS, effectivement, Île-de-France. Je ne m'engagerai surtout pas pour mes collègues des autres agences. Autour de finalement de ce sujet, la contractualisation qui a été évoquée par les collègues du SGET, et des questions que nous, on se pose sur l'interaction entre contractualisation et inégalité sociale, en sachant que cette communication est par construction malheureusement un tout petit peu théorique, voire globale, voire institutionnelle, mais que je peux difficilement faire en mieux. Alors, en gros, donc l'idée de cette communication, c'est partir de l'idée que les processus de contractualisation territoriale entre l'agence et les collectivités locales peuvent créer, vous voyez qu'on est très prudent, les conditions d'une réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Autrement dit, on se fixe des objectifs qui sont quand même assez raisonnables. Et donc, on va essayer d'identifier ces objectifs et de discuter l'effectivité de ces modes d'action dans 3 domaines. On aurait pu en choisir d'autres, qui sont le développement de stratégies locales de réduction à travers des enjeux de méthodologie, le développement de fonctions de plaidoyer d'alliance et la priorisation sur les territoires les plus en difficulté. Ce dernier point rejoint un peu la communication qui m'a précédé. Et on abordera donc 3 contrats, les contrats locaux de santé, qui sont des programmes locaux transversaux, les conseils locaux de santé mentale, qui ne sont pas exactement des contrats, mais qui se traduisent par des contrats, et les volets santé, les contrats de ville. Alors la première question, c'est d'abord juste de s'interroger un peu sur finalement pourquoi est-ce qu'on ramène la contractualisation dans le champ des inégalités. Et juste pour vous dire un tout petit peu les quelques éléments de contexte en Île-de-France, alors je ne vais pas vous réassommer de chiffres, mais en gros l'Île-de-France est une région qui a un excellent état de santé, sauf que c'est la région qui a l'état de santé le plus inégalitaire entre ces différents territoires, et qu'on a, je donne ces chiffres-là parce que voir les cartes d'inégalité d'espérance de vie, c'est toujours parlant, mais dire à des élus qu'à Gonesse, l'espérance de vie est de 10 ans inférieure à ce qu'elle est à Vélizy, Villacoublay, j'ai pris 2 cantons au hasard, enfin 2 cantons pas au hasard justement, c'est beaucoup plus explicite, et on voit que chez les femmes, les durées d'espérance de vie ont également les mêmes écarts. Si on regarde les pathologies, c'est une carte qui a été faite par nos amis de l'ORS à partir d'un des rares indicateurs qu'on a, parce qu'on est obligé de travailler sur les pathologies, sur les ALD, faute de mieux, et faute pour l'instant, un indicateur fin de proxy meilleur que ceci. On voit qu'on a, en matière de diabète par exemple, je reviendrai sur le diabète en fin de présentation, des contrastes qui sont absolument colossaux, même si une partie de ces contrastes sur cet indicateur, puisqu'il s'agit uniquement des ALD, une partie de ces contrastes est probablement liée à des pratiques différentes en termes de mise en ALD, en termes de couverture sociale complémentaire, etc., etc. Mais enfin, tout ça étant ajusté sur l'âge, on voit bien qu'on a quand même de vraies différences. Et on voit que, comme on l'a vu à plusieurs reprises ce matin, le système de santé vient redoubler ces inégalités. Quand vous regardiez qu'il y a 2,6 kinés à Grigny, on peut se dire que le traitement de la bronchiolite chez l'enfant en période hivernale dans une ville marquée par l'habitat insalubre doit être particulièrement difficile. Donc dans ce contexte-là, la contractualisation et la réduction des inégalités, d'abord première chose, le processus de contractualisation, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, n'est pas du tout équivalent à une logique de réduction des inégalités. C'est-à-dire que ça peut ça va se superposer, l'un va servir à l'autre à 3 conditions. C'est premièrement, 3 notamment conditions, une fonction de priorisation territoriale, c'est-à-dire que la contractualisation sert au régulateur régional à dire là où il veut aller, une fonction d'implantation de méthodes et de stratégies probantes et une fonction d'alliance et de plaidoyer. Il y a d'autres éléments qui peuvent être discutés, mais que je n'aborderai pas ici. Alors, j'insiste un tout petit peu parce que, s'agissant par exemple des contrats locaux de santé, ce que dit la loi, ce que dit le Code de santé publique, c'est l'ARS décline son programme sur les territoires avec des contrats locaux de santé. Elle ne dit pas du tout les contrats locaux de santé servent à réduire les inégalités. Elle dit les contrats locaux de santé servent à déployer la politique territoriale de l'agence. Ce qui est sensiblement différent, et dans un certain nombre de régions, les agences n'ont pas affecté au CLS des missions de réduction des inégalités. Donc il faut bien comprendre les deux parce que la notion de contractualisation est trop souvent en France, de mon point de vue, comprise comme un excellent outil de déclinaison du niveau supérieur sur le niveau inférieur qui finalement a le bon goût d'accepter de mettre en œuvre ce qu'on a décidé au-dessus de lui. Donc en Île-de-France, dans ce cadre-là, les contrats sur lesquels, et il faut peut-être que je change en même temps que pour moi, les contrats sur lesquels on a essayé de se dire qu'ils pouvaient jouer un rôle, il y en a finalement 3 principaux en santé publique, les contrats locaux de santé, les CLSM, les contrats de ville. Alors, juste dans ce tableau-là, tous les autres tableaux vont être affreusement compliqués, donc je vais essayer de vous dire ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message là, c'est le fait que s'agissant des CLS, pour que ça serve aux inégalités, ce qu'on a décidé, c'est que c'était d'abord un outil de priorisation qu'on déployait sur des territoires qu'on a caractérisé à travers l'IDH2, qui est l'indice de développement humain numéro 2, qui est en gros un indice qui nous permet de caractériser le niveau de pauvreté ou le niveau de fragilité d'un territoire d'une manière à peu près robuste et à peu près fine, puisqu'on va jusqu'au niveau de la commune, ce qui n'est pas le cas pour d'autres indicateurs qui ne descendent qu'au niveau départemental.
Lorsqu'on est sur les conseils locaux de santé mentale, qui n'ont pas de fonction en eux-mêmes de réduction des inégalités, le choix de l'agence était de se dire, finalement, on leur donne une fonction de inégalité en ne finançant ces contrats, qu'on les soutient partout, par contre, on ne les finance en termes d'ingénierie que sur les territoires considérés comme prioritaires. Le contrat de ville, à la différence des autres contrats, est un contrat qui, par construction, est un contrat qui a une vocation à intervenir sur les inégalités territoriales. Et puis, ces choix stratégiques étant faits au niveau régional, on a ensuite des modes d'abord qui se déclinent sur chacun des contrats, qu'on a appelé les choix méthodologiques, qui sont en gros, chacun des contrats, se voit affecter des missions soit d'intervention sur la structuration des inégalités en abordant les déterminants sociaux, soit sur des logiques d'abord d'exclusion ou de précarité. Là, tout ça vous renvoie, j'espère, à la présentation de Pierre Lombrail de ce matin. Donc, les trois questions que je vais vous proposer d'aborder, c'est premièrement, la contractualisation permet-elle d'implanter des méthodes de réduction des inégalités sociales de santé localement ? Et donc, je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui sont là, juste parce qu'avec l'espoir que vous aurez accès au PowerPoint et que du coup, vous pourrez le regarder à tête reposée si ça intéresse certains d'entre vous, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des résultats qui permettent de montrer que les contrats locaux de santé ont permis d'implanter, quand c'est implanté, c'est en gras avec une astérisque, ou de conforter, c'est-à-dire de stabiliser les programmes qui existaient bien avant les contrats locaux de santé, des actions soit par la mobilisation de chacun des acteurs concernés par le contrat. Il y a un acteur qui n'est pas dans ce tableau-là, mais qui est le préfet, qui est un acteur majeur, mais que je n'ai pas mis parce que sinon ça m'aurait fait une explosion du temps. Et on voit que chacun des acteurs peut lui-même, dans le cadre d'un contrat local de santé, prioriser ses moyens, ou il peut également construire des programmes partenariaux. Par exemple, vous voyez que dans le Val-de-Marne, il y a eu la mise en place à travers les collectivités locales, l'ARS et l'assurance maladie, d'un partenariat un peu sophistiqué autour du dépistage du cancer sur des quartiers en priorité, des quartiers prioritaires politiques de la ville. Sur la ville d'Épinay, il y a eu la création des services communaux d'hygiène de santé, qui est un outil très, très puissant pour la réduction des pathologies liées à l'habitat, etc., etc. Donc voilà, simplement pour dire qu'effectivement, on a des programmes à travers les CLS qui permettent finalement de s'implanter sur les territoires prioritaires. On a également des expériences de transformation locale. La transformation, c'est-à-dire des choses dans lesquelles on est dans des logiques que j'appellerais un peu de déconstruction-reconstruction, qui font qu'à partir du droit commun, on essaie de penser autrement un certain nombre d'actions. Vous en avez quelques exemples là. Un des plus significatifs pour moi, c'est celui d'Asnières, sur lequel les collègues de la ville d'Asnières ont travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la prise en charge précoce des patients suite au dépistage d'un cancer, et où, au départ, un projet différent de celui qui est écrit là-dessus a abouti finalement à un projet dans lequel il y a une collaboration entre l'hôpital Louis Mourier et le centre de santé sur une amélioration de prise en charge et une mise en réseau des professionnels. L'autre exemple, c'est sur Épinay. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait la mise en place d'une équipe médicale d'une équipe mobile psy-précarité. Quand je parle de réorganisation, de transformation du système local, c'est qu'il y a eu à la fois la volonté de renforcer sur ce territoire-là, mais aussi il a fallu que l'ensemble du secteur public de psychiatrie revoie largement ses manières de travailler pour intégrer la mise en place d'une MPP. Donc finalement, sur ces deux programmes-là, vous voyez qu'on a mis en place des évaluations externes de processus qui permettent en gros de conclure. Vous avez les références de ces évaluateurs, dont l'une, la première sur les CLS, a été menée par l'équipe de Pierre Lombrail, des évaluations qui montrent que finalement, ça a permis une réorientation vers les publics les plus vulnérables de cet nombre de programmes, mais qu'on est pour l'instant trop sur une prévention médicalisée sur l'accès aux droits et peu sur les déterminants sociaux. Sur l'évaluation externe des CLSM, qui portait sur un registre un tout petit peu différent, on voit qu'on a, grosso modo, ce qui émerge, c'est la stabilisation de l'action en termes notamment d'habitat et de stabilité dans l'habitat des patients psychiatriques, et notamment des patients avec des problèmes de psychiatrie et des problèmes sociaux conjoints. Deuxième question, c'est est-ce qu'on a pu développer le plaidoyer logique d'alliance? Alors, plaidoyer logique d'alliance, pourquoi? Vous avez vu également ce matin, on a tous vu et on sait que la grande partie des inégalités relèvent de politiques transversales qui ne sont pas des politiques de santé. Si on veut atteindre ces politiques, il faut qu'on arrive à convaincre, et c'est ce qu'en santé publique, on appelle tous des logiques de plaidoyer, c'est-à-dire de peser finalement sur les boutiques d'à côté ou voire les boutiques d'en face. Donc, plaidoyer, système d'alliance, où est-ce qu'on en est là-dessus? Donc, deux dimensions importantes, je disais, parce que ça, par leur effet local sur les déterminants sociaux de santé, mais aussi parce que ce sont souvent ces politiques qui déterminent les phénomènes de ségrégation, et notamment de ségrégation urbaine en Ile-de-France, qui sont extrêmement fortes. Donc, se dire, si on veut réduire les inégalités territoriales, il faut qu'on commence aussi un tout petit peu à peser sur les mécanismes régionaux qui font que les pauvres sont tous à un endroit, les riches tous à un endroit, et que les transports sont plutôt mieux là où il y a des riches que là où il y a des pauvres. Je caricature un peu violemment, mais on n'est pas très éloigné de ça en termes de ce qu'on appelle le processus d'enclavement, etc., etc. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on voit
voit sur nos contrats, c'est qu'on a probablement des avancées partielles. Il y a eu des expériences de plaidoyer relativement efficaces dans le champ du logement des patients psychiatriques, qui est un vrai sujet en termes de prise en charge, dans le champ de la déstigmatisation. Mais également, on a des échelles plus vastes. Par exemple, le programme régional de lutte contre l'habitat indigne. Le préfet a accepté que ce programme soit focalisé notamment sur les territoires en contrat local de santé, autour du fait que c'était des programmes sur lesquels les besoins en termes de santé étaient probablement les plus forts et sur lesquels, du coup, il y avait besoin de renforcer l'intervention sur cet habitat. Donc, en gros, finalement, un début, je dis bien un début, d'action de plaidoyer à travers les contrats, ce qui permet de se dire qu'à terme, on pourra peut-être atteindre les déterminants sociaux dont on a vu l'importance ce matin. Et les évaluations externes montrent que c'est qu'un début et que les partenaires attendraient bien davantage. Alors, troisième question, qui est une question qui va vous paraître, là pour le coup, probablement encore plus bureaucratique que les deux précédentes, qui est finalement, pour moi, la question qui interroge la responsabilité du régulateur tel que nous sommes, puisque finalement, l'ARS, elle a des responsabilités propres de celle qui régule, qui décide et qui accorde, et que du coup, elle ne peut pas se contenter de dire aux autres, voilà les bonnes manières, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut aussi qu'on s'interroge un tout petit peu nous-mêmes. Donc, la contractualisation permet-elle de soutenir la priorisation de l'intervention publique en santé ? Alors, deux diapositives là-dessus. Il y en avait beaucoup plus, mais on m'a fait remarquer que c'était bien plus long. Donc, premièrement, les CLS atteignent-ils les bons territoires ? C'est-à-dire, en gros, lorsqu'on décide qu'on cible, est-ce qu'on arrive à peu près à viser la cible ? Et de ce côté-là, on voit que si on regarde les classes d'IDH2, c'est-à-dire les communes avec l'IDH2 à 0,30, c'est vraiment les communes les plus pauvres, c'est Clichy, La Courneuve, Saint-Denis, Aubervilliers, Grigny. C'est vraiment le socle des communes les plus difficiles. On voit que la totalité de ces communes, parmi les plus de 1000 habitants, je n'ai pas pris en compte dans l'étude les communes de moins de 1000 habitants, parce qu'on est sur des phénomènes un peu plus compliqués en termes statistiques, la totalité de ces communes bénéficient de contrats locaux de santé, et on voit qu'on a quand même une forte proportion entre le niveau de pauvreté des territoires et le niveau d'engagement de l'agent dans les CLS. Donc, en gros, d'une certaine façon, finalement, on a à peu près réussi, on commence à réussir à cibler un peu les territoires, avec un phénomène particulier sur Paris, puisque Paris, il n'y a pas de contrat local de santé pour des raisons politico-historiques diverses. Les contrats de ville eux-mêmes, on voit qu'ils se superposent plutôt pas mal avec les contrats locaux de santé, que donc la logique d'emboîtage des différentes interventions prioritaires marche. On voit en particulier que sur je vous ai marqué quelques grandes agglomérations qui sont des agglomérations un peu emblématiques en termes d'inégalité de santé. On voit que sur ces grandes agglomérations, on a finalement une bonne concentration des différents dispositifs de priorisation de la politique publique. Donc, autrement dit, finalement, les dispositifs convergent. La question, c'est est-ce que les dispositifs convergent et que ça sert à quelque chose, ou est-ce qu'ils convergent et que ça ne sert à rien ? Et donc, on va essayer d'espérer que ça sert un peu à quelque chose en abordant les crédits que l'agence distribue en termes de soutien, en termes de promotion et prévention de la santé. Donc, c'est une faible partie des crédits de l'agence, puisque en Ile-de-France comme ailleurs, la prévention et la promotion de sa santé représente epsilon, quelque chose % des crédits totaux en santé. Mais en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que grosso modo, les territoires les plus pauvres bénéficient, rapportés au nombre d'habitants, puisqu'on le calcule par nombre d'habitants, de crédits qui sont finalement très supérieurs aux crédits des autres. J'ai plus que 2 minutes, donc je me dépêche, sachant que finalement, mais je vais dépasser, sachant que il est difficile pour nous d'anticiper, d'expliquer ce qui relève du choix volontariste de l'agence que traduit, ou d'autres acteurs que traduisent les contrats locaux de santé, et ce qui relève aussi de logique d'acteurs, puisque c'est parfois sur les territoires les plus défavorisés qu'on a plus d'acteurs et qui du coup peuvent éventuellement être un peu plus demandeurs. Les perspectives justes, donc les discussions des perspectives. Première perspective, c'est finalement de se dire aujourd'hui la contractualisation territoriale, c'est peut-être un moyen de construire des démarches qui soient adaptées au processus de contractualisation, de construction des inégalités, en identifiant ce que peut faire la contractualisation dans les 3 champs qu'on a abordés tout à l'heure, c'est-à-dire les champs d'implantation de méthode, les champs de plaidoyer, les champs d'alliance et les champs de priorisation de la structure régulatrice. Je prends l'exemple du diabète, d'abord parce que vous avez un vrai questionnement autour des dépenses d'assurance maladie sur ce sujet-là, et ensuite parce que je vous ai montré une carte tout à l'heure là-dessus. On voit que sur ce sujet-là, finalement, si on prend l'ensemble des leviers en termes d'égalité diabète, la contractualisation pourrait, si on allait jusqu'au bout de son terme, être l'endroit et devrait être, et j'espère sera un jour, le moyen par lequel un certain nombre de leviers vont pouvoir permettre de dépasser l'abord local pour induire un abord supralocal, notamment pour les mécanismes qui ne relèvent pas des actions locales. Je pense par exemple, vous voyez, le plaidoyer pour le renforcement de l'aménagement des gares du Grand Paris. Ça a l'air très technique, ça. C'est quelque chose que l'agence est en train d'engager pour faire que la Société du Grand Paris priorise l'intervention autour des mobilités actives dans les territoires qui sont aujourd'hui
les plus défavorisés et sur lesquels la prévalence du diabète est la plus importante. Donc se dire le futur Grand Paris va intégrer une dimension de réduction du diabète à travers une amélioration de la marchabilité dans les quartiers de gare sur les territoires les plus concernés, c'est une action de plaidoyer que je considère comme relativement théorique en soi, mais susceptible à terme d'avoir des conséquences pratiques. Et puis vous avez qu'il y a en même temps des programmes de promotion de la santé. Vous avez un poster de nos amis de Saint-Denis qui évoque les programmes de mobilité active qu'ils ont mis dans un des quartiers. Et on voit qu'en contractualisation, ça peut être finalement un bon moyen d'aborder un certain nombre de limites qu'on a dans les abords uniquement locaux. Et la dernière diapositive, c'est de vous dire, en gros, si on veut aller plus loin dans le fait que des contrats, finalement, on peut les signer pour faire des fiches actions, des diagnostics, enfin, finalement, des paperasses qui montent sur nos bureaux au fur et à mesure que les dispositifs s'empilent, au fur et à mesure que les autorités changent et qu'il faut à chaque fois créer de nouveaux dispositifs. Mais si on veut que ce soit autre chose que des fiches actions et des bordereaux, en gros, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Premièrement, il faut qu'on affirme la fonction réellement régulatrice de la contractualisation. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'on priorise sur des territoires choisis et contractualisés comme des territoires avec des plus forts besoins, il faut que l'ensemble des crédits suivent cette logique de priorisation. En termes de santé, c'est encore loin d'être le cas. Deuxièmement, il faut qu'on se forme nous-mêmes aux acteurs de stratégie, d'alliance et de plaidoyer. Et là, j'insiste un peu parce que c'est souvent un peu compliqué. Parce que quand on est, par exemple, dans des logiques de plaidoyer et d'alliance avec une collectivité locale, travailler avec une collectivité locale pour lui dire qu'on est de son côté pour réduire les inégalités territoriales, il faut que nous, on le fasse agence dans un contexte dans lequel, au même moment, un autre signataire du contrat local de santé, qui est la Caisse d'assurance maladie, peut décider qu'elle ferme le guichet d'accueil au public sur ce territoire-là. Ou que nous-mêmes, agence, nous décidons que nous fermons un service de chirurgie auquel les habitants tiennent. L'assurance maladie a sûrement ses bonnes raisons. Nous avons sûrement nos bonnes raisons. L'objet n'est pas d'en discuter. L'objet est de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire une position d'alliance avec des collectivités qui intègrent cette posture un peu compliquée, qui est que des fois on fait les choses ensemble, des fois on fait les choses qui ne sont pas ensemble, mais qu'on travaille quand même dans la même confiance. Et ça, c'est une posture qui est difficile parce que dans les administrations, notamment d'État, on est habitué à la coordination des politiques publiques. La coordination des politiques publiques, ça veut dire on est tous au cordeau et on tient tous le même discours. Mais on n'est pas habitué à une position qui consiste à dire on a des points de vue différents et on fait pression les uns sur les autres et on peut éventuellement avoir des éléments de diagnostic fondés sur des preuves, fondés sur des chiffres qui nous permettent d'infléchir des politiques qui ne sont pas les nôtres, même si elles viennent d'autres services de l'État. Donc cette position de se mettre dans une logique d'alliance et de plaidoyer est une position qui est complexe et qui nécessite une vraie formation des acteurs publics. Et puis, dernier aspect, développer une culture commune diagnostique, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et cet après-midi. Je crois que vraiment, le fait de développer la pratique d'indicateurs locaux à analyse partagée est un vrai plus pour lorsqu'on veut travailler sur les inégalités et qu'on a deux soucis majeurs. Hein. Le 1, c'est d'élargir les données qu'on est capable de mobiliser pour des analyses locales aux données de l'assurance maladie qui sont quand même le gros réservoir de données de santé, et 2, au champ des données socio-environnementales. Et par exemple, l'enquête transport est une enquête qui donne des tas d'informations en termes de santé si on va bien la chercher, et il faut, je crois, prendre ce genre de pratique. Et puis, dernier aspect, je vous promets que c'est fini, le fait qu'on a quand même un souci majeur qui est d'introduire la caractérisation sociale dans l'ensemble des données sanitaires, et que tant qu'on n'introduira pas cette caractérisation sociale, on sera quand même réduit à interpréter la différence entre Saint-Denis et Versailles par le fait que les gens habitent à Saint-Denis ou à Versailles, et pas par comprendre qu'est-ce qui fait qu'un habitant à Saint-Denis ou à Versailles, on est caractérisé d'une certaine manière, et que du coup, on peut agir sur l'égalité d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'ai dû exploser mon temps, j'en suis navré, absolument, mais j'aurais pu exploser davantage.